Ok, ça marche. C'est super. Alors, jingle bell pour. Le stage. Voilà, c'est à toi. Bon courage. Alors, donc, on a parlé de la saisie du soi qui est philosophiquement acquise et la saisie innée. Et donc, c'est celle qui nous fait plutôt revenir dans le samsara, donc celle qui est innée. Pour s'en déraciner de cette adhésion innée ou instinctive, il faut se débarrasser de l'attachement de l'existence intrinsèque intellectuellement acquise. Donc, c'est la saisie du soi des phénomènes, donc la saisie du soi des agrégats. Et c'est cela qui engendre la saisie du soi de la personne, et donc de notre personne, et qui est la cause directe du samsara, et donc de l'ignorance fondamentale. Donc on trouve dans les 12 liens après, quand on commence les liens, les 12 liens. Au niveau de la méditation, donc on commence par le non-soi de la personne pour aller vers le non-soi des phénomènes. Si un soi existe, donc cela serait donc soit un soi différent. Si c'est donc ni un ni différent, cela n'existe pas. Mais pour utiliser ce raisonnement, il faut que cela soit un phénomène. Et je crois qu'un phénomène, c'est quelque chose qui a sa nature propre, si je me rappelle bien. Donc, le continuum des agrégats est la base d'imputation de la personne. Le moi inhérent n'existe pas. Il n'est ni un avec les agrégats, ni séparé des agrégats, ni possédant les agrégats, ni dans les agrégats, ni les agrégats dans le moi. Donc, cela fait donc 5 points dans ce raisonnement. Mais on peut déjà s'arrêter avec les deux premiers, à savoir un ou différent. C'est pour cela que le Bouddha n'était pas représenté d'ailleurs physiquement pour qu'on ne puisse pas le déifier. Les causes et les conditions donc ne sont pas à prendre au sens littéral. Alors moi j'ai rajouté car j'avais lu qu'on parle en général des causes coopérantes et des causes substantielles. Voilà. On a parlé donc des 4 placements de l'attention qui sont le corps, les sensations, l'esprit et le phénomène. Quand on fait des méditations, et notamment à Vipassana, on place d'abord notre esprit sur le corps. Donc, tu as pris l'exemple en disant que, par exemple, pour les moines, il est considéré donc comme impur. Puis les sensations qui sont dites insatisfaisantes. Ensuite, l'esprit comme étant vide. Et après, sur les autres phénomènes, vide comme le non-soi. Donc, cela amène le renoncement. Et après, on a parlé des différents facteurs de l'existence, l'impermanence, l'insatisfaction, le vide et le non-soi, le nirvana. Donc ça, c'est les 4 sceaux du bouddhisme. Quand on fait les 4 placements de l'attention, on commence donc par le corps, on médite sur son impermanence et notamment subtile, et cela nous permet donc de nous dessaisir du corps. C'est impermanent pourquoi? Car c'est produit, et produit par quoi? Donc par le karma et les afflictions. Et donc c'est insatisfaisant par nature. Et donc on va l'appliquer aux sensations. Donc, c'est le deuxième établissement de l'attention. Les sensations déplaisantes sont de la souffrance. Les sensations plaisantes, contaminées, sont aussi de la souffrance. C'est la souffrance du changement. Et les sensations neutres, qui sont plus subtiles, sont associées à la privation de liberté, ignorance fondamentale, qui entretient donc une certaine confusion. On médite donc sur les sensations par rapport aux vraies origines. Donc, le corps est associé à l'impermanence subtile et aux vraies souffrances. Et les sensations sont associées aux causes de la souffrance, aux vraies origines, donc karma et affliction. Donc le deuxième saut, tout ce qui est contaminé est souffrance. Mais ne déprimez pas les amis, il y a une solution. On médite sur l'esprit qui est vide d'un soi autosuffisant et substantiel. Et cela permet donc de réaliser les vraies cessations. On peut donc annihiler la souffrance et leurs causes dans la nature ultime de l'esprit. Donc, on médite ensuite sur les autres phénomènes comme dénués d'un soi pour aller vers la vacuité subtile. Donc, la compassion découle donc de la réalisation de cette vacuité. Donc, la bodhicitta, l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres, est le fondement pour l'illumination et elle doit être la base pour obtenir l'éveil et doit être donc complétée par la connaissance de la sagesse qui permet de réaliser la vacuité. Donc, bodhicitta conventionnelle et la bodhicitta ultime. Dans la bodhicitta, grande compassion et sagesse transcendante de la vacuité constitue donc l'essence de la voie menant à l'éveil parfait.
Donc, la grande compassion, on a parlé des 6 causes et un effet. Donc, tous les êtres ont pu être nos mères dans les vies passées. Donc, les mères qui ont un amour inconditionnel, leur bonté, l'amour bienveillant qui génère la compassion qui est associée à la responsabilité universelle. Et cela mène alors à la grande compassion. On veut que tous les êtres échappent à la souffrance, mais on prend cette responsabilité sur soi. Donc, cela engendre la bodhicitta. Et s'il y a bodhicitta, il y a forcément la grande compassion. On a parlé des 4 modes de renaissance. Donc, œuf, matrice, chaleur, humidité et spontané. Si on comprend la vacuité, donc on comprend la possibilité des vraies cessations, de la libération et donc du cauchemar samsarique, et donc le renoncement, donc la libération, et bodhicitta, et les 4 nobles vérités aussi. La vacuité est donc cruciale et c'est un phénomène donc, qui est légèrement caché. Par contre, par exemple, pour le karma, on a besoin d'une foi. Et c'est pour ça que le karma est un phénomène extrêmement caché. D'ailleurs, comme notre date de naissance, car on fait confiance à quelqu'un pour nous dire notre date de naissance. Donc ça aussi, visiblement, c'est un phénomène extrêmement caché. Donc la libération est possible, l'éveil omniscient est possible, car la vacuité est possible. Donc la vacuité est la clé pour sortir de la prison samsarique, et donc notre compassion est démultipliée quand on sait cela. Et donc elle s'adresse à tous les êtres conscients, donc pas que les êtres humains. Nous avons donc tous une capacité de résonance émotionnelle qui est une donc, caractéristique de notre esprit, donc de tous les êtres sensibles, donc les chiens, les chats, tous les animaux. Et c'est ça qui est précieux. Il fait qu'une personne, après tu as parlé, devient psychologue. Et on en tient compte quand on... Et donc du coup, en devenant psychologue, comme on en tient compte, donc de cette résonance émotionnelle, comme on a cette résonance émotionnelle, on devient donc plus compatissant. L'altruisme, donc, c'est l'esprit vaste. Oh non, c'est l'aspect vaste. La vacuité, c'est l'aspect profond. Et c'est donc les 2 faces d'une même pièce. Voilà, voilà. Ah, bravo. Quel boulot. Magnifique. Juste pour revenir sur ces aspects acquis et innés, si on prend le point de vue prasangika, le point de vue de Shantideva ici, autant la saisie d'un soi des phénomènes que celle des personnes, donc d'un soi inhérent des phénomènes et d'un soi inhérent des personnes, dont notre propre personne, ça peut aussi bien être inné que acquis, ouais. Donc les deux en fait, ouais. Ça peut être, c'est nécessairement inné parce qu'on renaît à cause de ça. Ça veut dire qu'on a l'ignorance fondamentale qui saisit le soi des phénomènes et en particulier les agrégats. À cause de ça, on a la vue du destructible qui est la cause directe des 11 autres liens. Ouais, donc qui est l'ignorance fondamentale aussi. Donc en fait, cette ignorance fondamentale, elle a 2 saisies, une saisie des phénomènes et une saisie des personnes. Ouais. Et parmi les personnes, bien sûr, notre propre personne. Ouais. Donc, et cette saisie, elle est nécessairement innée, mais elle peut être acquise si on renforce cette saisie avec des notions philosophiques, etc. etc. Ouais. Donc, c'est la Harley de... Attends, je sais pas. C'est pas grave. N'hésite pas à le rouvrir pour intervenir, hein, si tu veux. Et donc, en effet, par exemple, dans le Shunyata Saptati Karika, dans les 70 strophes de la vacuité, Arianagarjuna dit que l'ignorance est la cause des 12 liens. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'ignorance ne serait plus le premier lien. Ouais. Donc, quand il dit l'ignorance fondamentale est la cause des 12 liens, ça veut dire qu'il parle de l'ignorance qui saisit le soi des phénomènes et des agrégats en particulier. Ouais. À cause de cette ignorance de la saisie du soi inhérent des agrégats en particulier, on va saisir la personne, notre propre personne, et cette saisie de notre propre personne, ça va être le premier lien. Ouais, donc on peut le comprendre comme ça. Ouais, je ne sais pas si j'embrouille les choses plus qu'autre chose. Ok, c'est pas très grave. Ok, donc ça c'est très important. Et puis il y avait autre chose. Ah, il y avait autre chose, qu'est-ce que c'était? C'est pas très grave. Pas très grave, il y avait un autre point. C'est pas très grave. Donc c'est ça qui est très important, c'est en effet qu'il y a la sagesse de la vacuité et il y a la compassion et donc bodhicitta d'un autre côté. Donc on a nécessairement besoin des deux, ouais, le vaste et le profond. Donc
en effet, s'il y a bodhicitta, il y a nécessairement la grande compassion. Ouais. Cette grande compassion, comme on l'avait dit, c'est pas seulement le vœu pieux que tous les êtres souhaitent échapper à la souffrance à cause de la souffrance, c'est prendre cette responsabilité sur soi. Ouais. Dire, puis-je faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance? Donc forcément, il faut qu'on comprenne ce qu'est la souffrance et les causes, et ce que sont les causes de la souffrance. Ouais. De manière générale, quand on n'a pas nécessairement approfondi la vacuité, etc. Ah oui, ça y est, ça m'est revenu, ouais, l'autre truc, ok. Et donc, si on n'a pas nécessairement compris la vacuité ou approché la vacuité, etc., on peut avoir une forme de renoncement, une forme de bodhicitta. Elles ne sont pas nécessairement très profondes, mais elles peuvent exister quand même. Ouais, ça veut dire que si on comprend la vacuité, on comprend pourquoi les êtres souffrent, parce qu'on comprend pourquoi nous, on souffre, ouais, parce qu'on a cette saisie qui va à l'opposé de la vacuité, de notre vacuité, etc. Ouais. Ok. Donc, on est censé réaliser la vacuité, bien sûr, du corps, des sensations, de l'esprit et des phénomènes autres que ces trois premiers. Ouais, ça veut dire que si on parle du soi autosuffisant et substantiel par rapport à l'esprit, pour les Prasangika, ça ne suffit pas. Ouais. C'est encore un niveau trop grossier. C'est sur ce point-là que je voulais revenir. C'est encore un niveau trop grossier. Ça veut dire qu'on supprime que l'aspect superficiel de la tumeur. Ouais. On ne supprime pas le cœur de la tumeur. Ouais. Donc, on continue d'être malade, samsariquement malade. Ouais. Il faut continuer à supprimer même le plus subtil, la saisie la plus subtile. Donc, ça veut dire la saisie d'existence inhérente. Ouais. Donc, il faut réaliser la vacuité d'existence inhérente de notre esprit, pas uniquement le fait que notre esprit serait dissocié d'un soi autosuffisant substantiel. Ouais. C'est-à-dire que pour les Prasangika, il y aurait une réalisation yogique du non-soi grossier, donc l'absence de soi autosuffisant substantiel. C'est même pas considéré comme un arya pour les Prasangika. C'est assez radical, hein, les Prasangika sont vraiment les plus subtils. Ouais. Donc si on peut réorganiser tout ça en se disant que le corps est associé à l'impermanence subtile, très bien. Et pourquoi parce que c'est produit, ouais. Produit par quoi? Par le karma et les afflictions. Et donc tout ce qui est produit par le karma et les afflictions, c'est douloureux par nature, c'est la souffrance, l'insatisfaction par nature, ouais. C'est dukkha, la souffrance, les vraies souffrances. Ouais. Donc ça, c'est les deux premiers aspects, les deux premières nobles vérités. Et on peut dire que le Bouddha, dans son premier cycle, il a surtout parlé de ça. Là, dans le premier cycle, dans l'épisode 1, il a surtout parlé de ça, de la souffrance, des causes de la souffrance, etc. Bien sûr qu'il a aussi évoqué les deux autres nobles vérités, bien sûr. Mais il a surtout insisté sur les deux premières. Et c'est dans le second cycle, l'épisode numéro 2, qu'il a plus parlé de ce qu'étaient les vraies cessations grâce à la vacuité. Ouais. Ce que dit sa sainteté Dalai Lama. Il dit que, en effet, c'est dans le second cycle que le Bouddha a surtout évoqué la possibilité de la libération grâce à la sagesse de la vacuité. Ouais. Parce qu'on comprend qu'il n'y a pas que le monde des apparences illusoires, il y a ce qui est derrière cette apparence. Ouais. Il y a la vérité ultime, il y a le réveil par rapport au cauchemar. Ouais. Donc c'est surtout dans le second cycle. Et dans le troisième cycle, bien sûr qu'il a parlé du Chittamatra, etc., mais il a aussi parlé de ceux qui faisaient l'expérience de la vacuité. Ouais, plus uniquement la vacuité elle-même, mais ceux qui faisaient l'expérience de la vacuité, la claire-lumière sujet. Ça, c'est dans le troisième tour de roue, l'épisode numéro 3. Ouais. Donc on pourrait réorganiser tout ça en se disant les deux premières nobles vérités sont le sujet principal du premier cycle. La troisième noble vérité, c'est le sujet principal du second cycle. Et les vraies voies, qu'est-ce qu'on entend par les vraies voies? Eh ben, c'est la sagesse de la vacuité. Ouais. C'est la sagesse qui réalise directement la vacuité, c'est ça les vraies voies. Et donc cette sagesse, la nature même de cette sagesse, la claire lumière sujet, c'est l'un des points principaux de l'épisode numéro 3. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok. Je trouve que c'est une façon assez utile de résumer tout ça, ouais. Très bien. Et donc, la compassion, bien sûr, on est venu à parler de la compassion, c'est fondamental. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour développer la compassion. Il n'y a même pas nécessairement besoin d'être bouddhiste pour développer la grande compassion. Ça veut dire, je veux à moi seul faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Mais après, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend comme étant la souffrance? Qu'est-ce qu'on entend comme étant les causes de la souffrance? Là, si on n'est pas dans la tradition bouddhiste, c'est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Ouais. Ouais. Parce que c'est très subtil. Ouais.
subtil. C'est-à-dire que si les souffrances étaient grossières, c'était juste une migraine ou des sensations douloureuses, etc., le Bouddha, il n'aurait pas eu besoin de venir nous l'enseigner. Mais justement, comme on a vu, la souffrance du changement, la plupart du temps, on ne la réalise pas comme étant de la souffrance. Ouais. Ouais. Ouais, on comprend ça comme étant du bonheur en général. Ouais. Si vous regardez le marketing, surtout en ce moment en période de Noël, avec le marketing, avec le chocolat, avec tout ce qui peut, les pâtes de fruits, etc., etc. Ouais. Tout ce qu'on peut trouver en ce moment dès qu'on sort, dès qu'on va au supermarché, parce que on est persuadé que ça va être du bonheur. Ouais. Donc c'est de la sensation plaisante, mais c'est pas le bonheur. Ouais. Même si c'est du ragoût, même si c'est du chocolat suisse. On va revenir là-dessus. Donc, quand on se voit cet hiver, Rosemary, tu n'apportes rien. Je pense pas qu'elle oublie, là. C'est nous qui t'apportons quelque chose. Okay. Donc, en effet, c'est parce qu'on confond la plupart du temps le plaisir et le bonheur. Ouais. Et donc, on est persuadé que c'est du bonheur. Et donc, le Bouddha a pris sur lui de se transformer pendant 3 heures cosmiques incommensurables pour venir nous enseigner de la manière la plus parfaite qui soit. Le plaisir n'est pas du bonheur. Le plaisir contaminé, c'est de la souffrance. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger du chocolat, ouf. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de regarder un bon film, etc., ou de fréquenter les amis, la famille. Pas du tout, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de ne plus se tromper sur la nature de ces sensations plaisantes. Ouais. C'est ça qui compte. Et ensuite, en effet, les sensations neutres. Les sensations neutres, elles sont intimement liées à la confusion. Ouais. C'est-à-dire qu'elles entretiennent cette confusion naturelle. C'est-à-dire qu'on est dans un rêve et on ne sait pas qu'on est en train de rêver. Même si le rêve est plutôt neutre. Ouais. Si c'est un rêve débile, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. On est en train de parler à quelqu'un dans le rêve, etc. C'est un rêve neutre. Ouais. C'est pas nécessairement débile, mais c'est un rêve neutre, en tout cas. Et donc, pourquoi est-ce que ça entretient la confusion? Parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de rêver. Ouais. Et donc, si on est en désaccord par rapport à la réalité, si on a un rebrousse-poil par rapport à la réalité, on perd notre liberté, cette privation de liberté, c'est ça la souffrance, les vraies souffrances. La souffrance la plus subtile dont a parlé le Bouddha. Et c'est à laquelle il s'attaque en premier. Ouais. Parce que les sensations déplaisantes, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste, il n'y a même pas besoin d'être un être humain pour chercher à y échapper. Ouais. Regardez autour de vous, n'importe quel être conscient, qu'il soit humain ou non humain, n'importe quel animal, n'importe quel insecte, n'importe lequel de ses mouvements, n'importe laquelle de ses actions, physiques, verbales quand il y en a une, mentales, est exclusivement tournée vers la félicité, parce que tout le monde a soif de bonheur. Tout le monde a soif de bonheur, tout le monde est privé de bonheur. Ouais. Et donc, on essaie de constater ça, on essaie de comprendre, d'accord, mais c'est quoi le bonheur? Non, bien sûr qu'il y a les sensations déplaisantes qui doivent être abandonnées, ouais. Mais il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Les animaux y arrivent très bien, quand ils y arrivent. Ouais. Ensuite, il y a les sensations plaisantes qui sont contaminées. Les non-bouddhistes peuvent très bien y arriver chez les êtres humains ou chez les devas. Il y a des gens qui arrivent à des niveaux de concentration extrêmement puissants et ils arrivent à échapper aux souffrances du changement pendant un certain temps. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Mais pour échapper à la souffrance la plus subtile, celle qui concerne même les sensations neutres dans ces niveaux de samadhi, de concentration extrêmement élevés, même ça par contre, le Bouddha s'y attaque. Ouais. C'est ça qui fait la différence fondamentalement entre la tradition bouddhiste et les autres traditions. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres ne servent à rien, bien au contraire, elles sont extrêmement précieuses. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que c'est extrêmement profond du point de vue bouddhiste. Ouais. C'est-à-dire que les sensations neutres sont associées à une forme de souffrance. Et nous, on ne s'en rend pas compte, nous, on dit c'est neutre. Si c'est neutre, c'est nécessairement pas douloureux. Ouais. En fait, c'est de la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est une privation de liberté. C'est ça, cette souffrance la plus subtile. Ouais. C'est d'être dans une prison, dans la prison samsarique. De prendre une prison pour un parc d'attractions, en fait, tout simplement. Ok, donc on a parlé de la compassion. Ça, c'est vraiment fondamental. Je ne sais plus quelle page on était. Je crois que c'était là où il y a marqué le pouvoir de la compassion, non?
122. 122? Merci beaucoup, Laurence. Partager la souffrance des autres. Partager la souffrance des autres. Ok. Donc ça c'est ok. Partager la souffrance des autres. Donc c'est plus loin alors. Ah oui, ok, d'accord, c'est plus loin. Très bien. Donc chez moi c'est 100 quoi? 136. Ok. Très bien. Donc ça c'est un point très important parce que souvent la compassion est mal comprise. Ouais, elle est comprise comme étant il faut se rajouter de la souffrance, il faut se flageller, il faut être totalement dans la négation de soi-même, l'autodestruction, etc. C'est tout le contraire de la compassion. Ouais. Donc ici, quand on dit partager la souffrance des autres, ça ne veut pas dire se rajouter une déprime en plus de notre problème. Ouais, c'est volontairement se tourner vers le sort des autres. Ouais. Et c'est intimement lié à la vacuité. On va voir comment c'est lié. Ok. Donc nous pensons souvent à tort que la compassion est un sentiment de pitié. Et nous regardons la personne sur laquelle se porte ce sentiment avec un certain dédain. Ouais, ça, c'est une première distorsion qu'on peut avoir parfois en Occident, c'est de confondre compassion et pitié. Ouais, c'est-à-dire que la pitié, c'est moi, je suis au-dessus et la personne est en dessous et oh là là, les pauvres, oh là là, etc. Ouais, c'est une forme de suffisance. Alors que la compassion, c'est d'égal à égal. Ouais. Ok. La compassion authentique naît du fait que nous reconnaissons chez les autres êtres, tout comme chez nous-mêmes, le désir d'être heureux et de surmonter la souffrance. Ça, c'est vraiment fondé sur l'impartialité, ouais, de reconnaître que n'importe quel être conscient a ce désir naturel d'être heureux, ouais, d'échapper à la souffrance, à n'importe quel type de souffrance. Une empathie véritable peut alors survenir en présence de la souffrance d'autrui. Telle est la compassion authentique. Nous nous sentons responsables des autres et attachons une grande importance à leur bien-être. Cela implique une reconnaissance tacite d'égalité totale entre eux et nous, hein, l'impartialité. L'égalisation entre soi et les autres. Ouais. Nous respectons leur désir d'atteindre le bonheur et de vaincre la souffrance et reconnaissons leur droit à satisfaire cette aspiration. Ça, c'est vraiment le plus fondamental. Ouais. C'est on pourrait se dire à la rigueur, oui, les autres êtres ont soif de bonheur, mais si j'avais une baguette magique, je dirais, OK, toi, oui, toi, oui, toi, oui, toi, peut-être pas, toi, tu es sur liste d'attente, etc. Toi, c'est non, jamais, etc. Ouais, on aurait tendance à faire ça. Surtout si on s'est frité avec quelqu'un ou si on regarde les infos. Et donc, la compassion véritable, au sens bouddhiste en tout cas, elle est fondée sur l'impartialité. Ouais, c'est de reconnaître que n'importe quel être, même la pire des ordures, la personne qu'on considère nous comme étant une ordure, c'est une personne qui a soif de bonheur. Ouais. Et c'est une personne qui n'est pas heureuse. Et c'est une personne qui fait souffrir les autres parce qu'elle a un problème. Ouais. Non? Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire de l'angélisme et dire que les bourreaux, les dictateurs, etc., il faut les caresser dans le sens du poil. Pas du tout. Pas du tout, ouais. Ce serait un manque de compassion que de faire ça. Ouais. La compassion, c'est de dire non. Il faut faire en sorte que ces personnes n'accumulent pas plus de causes de leur souffrance. Ouais. Ouais, Rosemary, tu voulais dire quelque chose? Non, tu te rapproches de l'écran. Non, c'est Praline. c'est le chat. Ok, très bien. Ok. Donc c'est très important d'avoir cette égalisation, ouais, parce que quand on parle de amis, ennemis ou dictateurs, bourreaux, victimes, etc., c'est extrêmement aléatoire. Ouais, extrêmement aléatoire. C'est extrêmement précaire, extrêmement dépendant d'une perspective, d'un angle de vue. Ouais. Ça veut dire que les dictateurs, les bourreaux, etc., sont dignes d'amour, ouais, sont dignes d'être aimés, dignes d'être des objets de compassion, et le sont déjà aimés par certaines personnes, par leurs proches, leurs enfants, etc., etc., ouais, et par l'infinité des Bouddhas, et par l'infinité des Bodhisattvas. Ouais.
Et donc, si on se dit ça, si on se dit, ouais, c'est vrai que j'ai une certaine tendance à suivre les pas du Bouddha, donc j'aimerais faire la même chose que les Bouddhas, j'aimerais obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Mais si on se dit, sauf pour Poutine, sauf pour Trump, sauf pour un tel et un tel, ça ne marchera pas. Ce ne sera pas bodhicitta, ce ne sera jamais bodhicitta. Ouais. Ce qui manquera, notre impartialité, il manquera cette compréhension fondamentale qui veut que une personne qui fait souffrir les autres est tellement plus dans la confusion, de manière très temporaire. Peut-être que cette personne obtiendra l'éveil avant nous, on n'en sait rien. Il manquerait plus que ça. Mais non, mais par contre, on a tendance à c'est vrai que parce qu'on est tout le temps dans le jugement, mais de dire que des personnes comme ça, c'est des malades mentaux, quoi. Parfois, tellement elles font preuve de cruauté, d'égoïsme. Donc, des fois, je me suis posé la question, comment je peux avoir de la compassion, par exemple, pour un criminel ou quelque chose comme ça, mais qui a enchaîné, hein, qui n'a pas fait qu'un crime isolé. Et quand on voit, on a l'impression qu'il a du bien-être, qu'il éprouve du bien-être, justement quand il fait mal. Et après, de se dire que c'est un malade mental. Mais le problème, c'est qu'on tombe dans le jugement. Et le jugement, c'est pas de la compassion non plus. On revient au premier cas où on disait on a pitié. Ah oui, dans ce cas-là, c'est dommage, ouais. Dans ce cas-là, c'est dommage. Par contre, si on reconnaît l'arbre à ses fruits, ouais, ça veut dire juger, juger dans le sens où se dire, juger, c'est pas condamner. Juger, c'est comprendre l'autre, c'est comprendre qu'un acte est malsain et n'est pas que malsain que pour les victimes. Cet acte est malsain et aussi pour le bourreau, ouais. C'est-à-dire que cette personne va, s'il n'y a pas de contre-mesures qui sont employées, cette personne va souffrir énormément en cours d'innombrables existences et à cause de cette souffrance extrêmement lourde, va à nouveau accumuler des tendances à rejeter les autres, à être dans l'agressivité, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Si on se dit, bah, cette personne, en effet, a un problème, il y a des psychopathes. Il y en a, hein, je crois que c'est ce que dit Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme, il dit qu'il y a 4% de la population qui est psychopathe, dans le sens où il y a une carence du point de vue du fait de ressentir la souffrance de l'autre. Ouais. C'est pas simplement une forme d'égoïsme où on passe à côté de quelqu'un qui souffre et on se dit, ouais, je verrai ça demain. C'est pas juste ça. C'est la psychopathie. Moi, je suis pas un expert là-dedans, mais d'après ce que dit Mathieu Ricard, ce qu'on peut entendre chez des experts comme Dominique, je ne dis pas que Dominique est une experte en psychopathie, mais tout ça. Rosemary connaît bien aussi tout ça dans son milieu. Donc, qu'il y a un problème de résonance affective, tout simplement. Il y a une carence. Ouais. Je dirais aussi que, moi, je trouve que dans tout ce qu'on dit là, à partir du moment où on a un avis sur quelque chose, je trouve que c'est déjà faussé parce que pour avoir un avis sur quelque chose, ça veut dire déjà que on existe dans le fait qu'on dit qu'il y a déjà un soi, parce que ce soit un jugement, n'importe quoi, positif, négatif ou je ne sais pas, à partir du moment où on émet une opinion sur quelque chose, on se sépare de la personne, c'est-à-dire on n'est pas cette personne, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans je sais pas comment dire, pas dans le flux, je sais pas, c'est pas le terme, mais disons que c'est compliqué parce que on est obligé à partir du moment où on dit quelque chose, on se sépare de la personne ou de l'objet ou de je ne sais pas. Donc du coup, à partir du moment où on se sépare, ben on existe parce que ça veut dire le fait qu'on ne voit, enfin qu'on accepte, on n'accepte pas ou n'importe quoi, ben ça montre qu'on est différent et donc on existe. Et je lisais c'était, comment il s'appelle, c'est Tumtem Jimpa, c'est je crois qu'il s'appelle comme ça, un des personnes un des traducteurs de sa sainteté de Dalai Lama, enfin plus maintenant, mais avant, qui disait que pour lui, les personnes qui vont réaliser la vacuité, si j'avais bien compris, ça ne pourra jamais être que intellectuellement et jamais de façon, je ne sais pas, c'est pas réel le terme, parce que ce n'est pas possible. Nous n'avons pas la possibilité de le faire avec ce qu'on a, et du coup, ça ne pourra jamais se faire lors de notre existence, parce qu'on ne peut pas en fait.
et on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'était le terme, mais je ne sais plus trop comment il l'a dit, mais du coup, on ne peut qu'intellectuellement s'en approcher ou peut-être lors des méditations, mais finalement, la vraie vacuité, ben, on pourra s'en approcher, mais pas de cette façon comme on est maintenant. Parce que de toute façon, à partir du moment où on existe, on est obligé on se sépare des autres, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et la compassion, ben, je ne sais pas, moi je vois que c'est toujours, enfin, sur les textes, c'est tellement facile, mais en pratique, c'est très compliqué et c'est comme, je sais pas, moi je dis, c'est comme le crabe, hein, il est tout le temps au-dessus de moi et il est prêt à sortir tout le temps. Donc tu es obligé tout le temps de faire attention, de surveiller, bah, tout le temps parce qu'on n'a pas le choix finalement. On ne peut pas faire autrement. Et du coup, moi je trouve que c'est très compliqué. Donc je me dis que je vais devoir revenir plein de fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que En espérant que je vais même revenir sous cette forme-là, parce que du coup, maintenant, j'angoisse sur la forme dans laquelle je vais arriver, je vais revenir. Quand je vois, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui a partagé sur je ne sais plus si c'était Mina qui avait partagé sur le groupe, le petit garçon, en fait, qui se rappelait de sa précédente, qui avait 2 ans, de sa précédente vie et que visiblement ça devait être un moine. Enfin, en tout cas, sur ce qui était dit. Après, bien sûr, tout ça, c'est à prendre avec circonspection, mais ça veut dire que finalement, même s'il avait été moine et qu'il avait été dans une certaine, je ne sais pas, mais il avait appris les textes et tout ça, ben, il est revenu en tant que, bon, pour l'instant, c'est un petit garçon, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais en tant que personne laïque, général, enfin, je sais pas, c'est pas le terme normal, donc je quelle sais pas horreur. quel est le terme, mais en tout cas, pas moine, si tu, oui, De revenir à normal, c'est peut-être pas le bon, mais je veux dire, Ignorant. hein? tu peux dire Moldus, si tu veux. L'ignorance. Moldus. Non, mais tu vois, comme quoi, en fait, finalement, on est obligé de faire attention à chaque fois à ce qu'on dit. Non, mais bon, c'était pour indiquer que finalement, malgré qu'il était moine et qu'il avait peut-être appris énormément de choses, bah, du coup, s'il revient sous cette forme-là, c'est qu'il va devoir tester autre chose. Donc, du coup, finalement, voilà quoi. Mais moi, je crois que quand même, il y a un truc qui est important, c'est on me semble qu'on peut juger l'acte, ça ne veut pas dire qu'on juge la personne. C'est-à-dire Oui, qu'on oui, oui. peut dissocier l'acte de la personne et je crois que le jugement de l'acte, il est important dans la vie courante, dans la vie normale. Et désapprouver un acte ou désapprouver quelque chose, ça me paraît très important. Maintenant, c'est d'imputer ce mal à l'essence de la personne qui ne va pas. Enfin, moi, je trouve. Et c'est plus dans cet ordre-là que j'essaye de travailler. J'y arrive pas du tout, hein, mais que dans le fait de dire tout est bien. Tout n'est pas bien, moi je ne crois pas. Il y a des actes qui sont totalement répréhensibles, les actes que commet Poutine. J'ai beaucoup de mal à essayer de dissocier les choses, mais les actes qu'il commet actuellement ne sont pas bien, quoi. Ça ne veut pas dire que lui n'est pas, comme disait Jinpa, quelqu'un qui est en quête d'amour et qui est privé de, etc. Et je Mais crois que moi, si tu veux, moi, j'ai testé des choses anodines. J'étais dans l'avion et il y a quelqu'un qui passe devant moi parce que je ne sais pas. Je lui dis, mais la porte, elle est fermée. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir sortir. La porte, elle est fermée. Mais ben, juste le fait qu'il passe devant moi, ben, j'ai senti une certaine tension. oui, ça je le comprends, mais oui, oui, oui. Et du coup, c'est là que je me dis, malgré tout ça, eh ben, il y a une petite tension et en laissant une petite tension par-ci, petite tension par-là, si on a 10 comme ça qui sont l'une après l'autre, c'est compliqué. Ah bah oui, oui, oui. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a peut-être un juste milieu entre dire on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera pas, c'est foutu, etc. Et on aura lu Shantideva et ça y est, on sera un arya. Ouais, donc il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Ça veut dire que j'ai vu plusieurs fois sa santé qui disait vous pouvez y arriver, vous pouvez en fournissant suffisamment d'efforts, vous pouvez y arriver à développer Bodhicitta, à comprendre la vacuité, etc., etc. Après, la réaliser directement, c'est autre chose, mais
si on fournit suffisamment d'efforts parce qu'on en voit les bienfaits, qu'on se dit que en fait ça a tellement d'applications en fait. Hein. C'est vrai que la compassion, on s'en rend tous compte, il n'y a pas nécessairement besoin de faire des grands discours là-dessus. Par rapport à la vacuité, il y a tellement d'applications. C'est pour ça que sa santé commence toujours par la fin quand il enseigne sur le lambris, parce que de la vacuité, on comprend ce que sont les vraies souffrances, on comprend la possibilité d'échapper à la souffrance, on comprend comment relativiser. Dire que, en effet, on a des galères, que, en effet, si quelqu'un nous marche sur le pied, etc., on va réagir, etc. Mais c'est relatif, ça veut dire qu'on peut réagir moins qu'avant, ou moins rapidement qu'avant, ça peut durer moins longtemps dans notre esprit qu'avant, etc., etc. Donc, si on se... Ouais. Dans les versets là, du Bouddha là, que j'ai écouté l'autre jour, il disait sur la conduite, en fin de compte, c'est aussi important de se rapprocher des personnes qu'on sent qui peuvent nous amener vers du positif, justement en allant vers cette voie. Et puis tant pis de laisser un petit peu de côté ce qui pourrait nous freiner. Mais c'est vrai que, enfin, je rejoins aussi Eustache, c'est-à-dire que comme quoi que le jeu il n'est pas du tout étanche. C'est que si on entoure uniquement de personnes où on sent de multiples tensions, ces tensions, les tensions de l'autre nous pénètrent. En fin de compte, c'est nous, quoi. Mais enfin là, moi, ça m'a fait penser à ça parce que ça me faisait réfléchir. Je me dis alors, qu'est-ce que c'est notre choix si on veut essayer de progresser? C'est-à-dire, est-ce que c'est de s'isoler, de se rapprocher uniquement des personnes qui pensent comme nous, ou rester dans la confrontation de l'autre qui ne pense pas comme nous, mais quitte à en subir aussi tous ces désagréments, quoi, qui nous impactent parce que l'autre, c'est nous aussi, quoi. Alors, tu vois ce que je veux dire ou je suis peut-être pas claire? On pourrait dire que ultimement, il n'y a ni moi, ni toi, ni il, ni nous, ni vous, etc. Ouais, ultimement. Mais ça n'empêche pas que conventionnellement, il y a des êtres individuels. Ouais. C'est-à-dire que le fait que quand un Arya réalise directement la vacuité, les autres, soi-même, etc., n'apparaissent pas, ne veut pas dire que ça n'existe pas conventionnellement. Ouais. Ça veut dire que conventionnellement, si on était tous la même chose, il suffirait d'un seul qui s'éveille, il y a des milliards d'années, pour que tous les autres soient éveillés, en fait. Ou il suffirait d'un seul qui ne serait pas éveillé pour qu'il n'y ait aucun éveillé. Donc, ça pose question, ouais, de dire qu'on serait tous tous la même chose, etc. On peut se considérer comme tous une partie, chacun d'entre nous, un membre d'une immense famille. Oui, ça c'est possible. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on peut dire nous, on peut cultiver le nous en se disant, mon bonheur dépend de celui d'autrui et inversement, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que là, c'est l'aspect manifeste de la vacuité, c'est-à-dire qu'il y a un je, il y a un tu, il y a un vous, il y a un il, etc. Mais simplement conventionnel. Ouais, simplement conventionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, pour moi, vous êtes vous, mais pour vous, moi, je suis tu, etc., etc. Oui, pour chacun d'entre vous, je suis tu, je suis toi. Mais pour moi, c'est toi qui est toi. C'est vrai? Donc, ça veut dire qu'il y a une histoire comme ça. Je crois que c'est une histoire. C'est quelqu'un qui est, je crois que c'est une histoire de Toto, un truc comme ça, qui est sur le bord de la rivière et en face, de l'autre côté de la rivière, il y a des gens qui se baladent et les gens lui demandent, mais est-ce que tu sais comment on fait pour passer de l'autre côté de la rivière? Il leur dit, mais vous êtes déjà de l'autre côté de la rivière. Et donc, parce que ça dépend d'une perspective, ouais, c'est-à-dire que moi, je, tu, il, etc., tout ça, c'est extrêmement conventionnel. Ça n'existe pas de son propre côté, ouais. Mais ça existe. Ça existe conventionnellement. Donc la pensée, oui, elle peut diviser. Ouais, la pensée peut diviser, mais elle peut rapprocher. C'est-à-dire que je peux exacerber mon sentiment de moi, vous, moi et les autres, moi je suis moi, toi t'es toi, etc. Je peux exacerber ça, ou grâce à la pensée, grâce à la compréhension, me dire tous les êtres, c'est un nous, parce que tous les êtres souhaitent être heureux et qui y arrivent vraiment. Ouais. Donc la pensée, elle peut diviser, mais elle peut aussi aider à développer ce sentiment, ce que dit sa sainteté dans les pages qui suivent. Il dit que la compréhension, la sagesse, etc., peut nous aider. Et d'ailleurs, comment on ferait autrement? Ouais, si on disait aimez-vous les uns les autres, ciao, au revoir, qui pourrait y arriver? Ouais, qui pourrait aimer Poutine? Ouais, à part ses filles, à part sa famille, etc., etc. Ouais. Donc, qui pourrait aimer
une personne qui donne l'impression d'être le pire ennemi public, etc., de son propre côté. Ouais. Donc, si on n'arrive pas à comprendre, si on n'arrive pas à développer une réflexion, une méditation analytique, c'est presque impossible. On se coupe de toute possibilité de comprendre l'autre et donc de compatir pour l'autre. Ouais. Donc, c'est vrai que cette méditation analytique, elle nécessite une certaine constance, une certaine régularité. C'est-à-dire qu'en effet, comme dit sa sainteté, il conseille tout le temps, hein, de nos jours, il conseille tout le temps de méditer sur ces deux, hein, bodhicitta conventionnel et la vacuité. Donc, à chaque fois, il dit, si vous me considérez comme votre maître, puisque moi je médite là-dessus, vous devriez méditer là-dessus. Ouais. Et en fait, on peut, par exemple, le matin, méditer sur la vacuité, le soir sur la compassion, ou inversement, si on a le temps, si on a plusieurs sessions par jour, on peut méditer sur la vacuité, puis tout de suite après sur bodhicitta, ou bodhicitta et sur la vacuité, enfin, en fonction de ce qui nous inspire. Et on pourra constater que même si on n'aura pas résolu les problèmes dans le monde, on sera déjà plus heureux, non? On sera déjà plus heureux. On va donner un sens à son existence. C'est-à-dire qu'on va exister parce que les autres existent. Je dis, mon existence est totalement dévolue au sort de tous les êtres. Parce que sans les autres, comment est-ce que moi je pourrais exister? Ouais. Parce que sans autre, il n'y a pas soi, etc. Mais au sens de même de la nourriture, des vêtements, de tous les besoins qu'on a, sans les autres, on ne ferait rien. Ouais. Donc, si on s'entraîne comme ça là-dessus progressivement, on peut faire en sorte que dans notre esprit, il y ait peut-être un retardateur, au lieu d'un retardateur de fumée ou un retardateur d'incendie, c'est un retardateur de colère, un retardateur de ressentiment, un retardateur de jugement, etc. Parce qu'on s'entraîne encore et encore à transformer nos pensées, non? Et ça prend du temps et parfois on a l'impression qu'on n'y arrive pas, que c'est foutu parce qu'on est toujours aussi moldu qu'avant. Mais les moldus arrivent très bien à répéter les mêmes sorts que les non moldus. Et donc tous les Bouddhas ont été des moldus. Ouais, il n'y a aucun Bouddha qui a été un Bouddha depuis toujours. Ouais. Donc n'importe qui peut atteindre l'éveil, n'importe qui peut atteindre l'éveil plus rapidement que nous, on n'en sait rien, ou plus lentement, ou en même temps que nous, enfin on n'en sait rien en fait. Et donc tous les Bouddhas, avant d'être des Bouddhas, c'était des Poutine, des Trump, etc. 10 puissances, 1000, 40 000. Donc on voit que sur le long terme, c'est comme disait Dominique, hein, ça n'appartient pas à la nature foncière de la personne. Mais nous, on a l'impression, vu comme ça, que la personne qui nous passe devant, alors que la porte est encore fermée, etc. Tu parlais des moldus, tout ça, mais j'ai acheté ce livre-là, mais bon, il est en anglais mais il existe en français aussi. C'est C'est quoi? Thich Nhat Hanh, c'est l'art de la communication. Oui. Donc, c'est très bien écrit, mais quand tu le lis, ben, moi j'ai du mal. Hein. Il y a 6 mantras. Bon, il dit que c'est des mantras, mais dans l'art de la communication, pour les utiliser. Mais c'est difficile de les utiliser comme ça régulièrement dans la vie de tous les jours. Ça peut se faire, mais je pense que des fois, on peut te regarder un peu bizarrement quand même. Oui, ça dépend, c'est sûr que... Si tu récites ton mantra tous les jours. Non, mais c'est pas un mantra comme les mantras. C'est, je sais pas, moi, je sais, je suis là pour toi. Enfin, bon, c'est des mantras dans le sens, c'est dans la communication, c'est des petits textes en fait. C'est pas des mantras qu'on connaît en tibétain, mais du coup, c'est parce que je me disais, c'est vrai que ça a l'air vraiment bien à ce qu'il dit, mais après, je ne sais pas, quand on l'utilise et on est tellement sûr de soi, peut-être que la personne en face, je ne sais pas, des fois, je me dis qu'il y a une sorte, je ne suis pas quelqu'un qui pense aux énergies, mais je me dis que finalement, quand on est tellement sûr de quelque chose, la personne le sent et du coup, ça transmet quelque chose. Je ne sais pas, c'est possible, hein, peut-être aussi comme ça. Quand on est tellement, je ne sais pas, on croit tellement à ce que l'on fait que finalement, on le transmet. Je pense que ça peut fonctionner comme ça aussi. Mais c'est vrai que ça demande un entraînement et un entraînement sur le coussin indispensable.
Ouais. Parce que parfois, moi j'ai entendu des gens depuis pas mal d'années qui disaient ah oui, non, il y a la méditation quand on fait notre vie au quotidien, etc. Il n'y a pas besoin de s'asseoir sur le coussin. Mais en général, ça dégringole assez rapidement quand on est confronté à des situations qui soit sont un peu tendues, soit qui nécessitent une réaction émotionnelle un peu plus équilibrée, etc. En général, ça dégringole. Si on n'a pas cette constance sur le coussin, c'est-à-dire que sur le coussin, on se répète ces mantras. C'est-à-dire qu'on visualise une situation. Moi, l'autre jour, c'était avec une personne qui portait un gilet jaune. C'était à Toulouse l'autre jour. Et donc, j'ai essayé de penser à cette personne et me dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que, à la troisième remarque, j'ai fini par parler. J'ai fini par dire, non, ça n'a rien à voir, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que... Ouais, et donc, si on se pose la question, on se dit, voilà, qu'est-ce qui génère ce sentiment en moi, etc. Mais si on n'a pas l'habitude d'avoir cette vigilance, cet esprit consciencieux par rapport à notre attitude intérieure, il y a peu de chances qu'on réagisse bien à ce moment-là. Même si on a le mantra dans le bouquin, on ne le sortira pas dans notre tête. Après, c'est pas nécessairement quelque chose de verbal, les mantras, peut-être. Enfin, après, je sais pas comment est fabriqué le livre, mais je suis pas certain que ce soit nécessairement au mot à mot, dans la phrase, etc. En fait, de toute façon, quand la personne est compatissante, attentive et plutôt détendue et dans l'autodérision, en général, les mots, d'une manière naturelle, de toute façon, ce sera une paraphrase de ce mantra, d'une certaine manière, mais tellement plus naturelle, parce que si on se force à dire un truc, parce qu'on a appris la communication non violente, etc. Nous aussi, à la FPMT, on a eu ça, on a eu un séminaire pour la service à la fondation, enfin c'était un séminaire, une forme de retraite sur une semaine. On parlait aussi de la communication. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est salutaire? Est-ce que c'est compatissant? Etc., etc. Mais au moment où on va parler, si on n'a pas un entraînement sur le coussin, il y a peu de chances que ça transparaisse dans nos paroles. Ouais. C'est-à-dire que ça nécessite de toute façon un entraînement. Pour moi, quand j'entends ça, quand j'entends Eustache qui dit, Thich Nhat Hanh, il dit je suis là pour toi, en fait, c'est qu'il est tout simplement connecté à sa bodhicitta. Et puis automatiquement, ça se sent. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord. Mais le truc, c'est souvent les gens qui lisent, enfin souvent, j'en fais partie aussi, quand on lit ce genre de livre, j'ai du mal, enfin je comprends tout ce qui est dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et c'est vrai que je me dis le test, parce que finalement le test, c'est, comme disait Laurent, c'est moi dans mon travail, je suis pas entouré de personnes qui ne sont pas forcément comme moi et, qui ont des problèmes ou de gros problèmes. Et du coup, c'est difficile d'aller. Enfin, c'est compliqué, mais du coup, on voit ça comme un test, parce que finalement, pour voir si quelque chose marche, pour s'améliorer, il faut être testé, parce que si on vit dans un endroit où tout est toujours être bien et magnifique, il n'y a pas de problème, on peut toujours dire qu'on est super, c'est sûr, si on n'a pas de problème et tout le monde est bien autour de soi, on ne peut pas tester. La seule façon de s'améliorer, c'est d'avoir des gens autour de soi qui ont des problèmes. Alors après, il ne faut pas non plus qu'il y ait que ça, quoi. Exactement, le juste milieu. C'est parce que dans les textes, pareil, ils disent, si par exemple on a un bras cassé, par exemple, et on a le bras en écharpe, on va pas nécessairement aller dans la foule à New York le 24 au soir, etc. On va se protéger, on va se préserver, ouais. Donc ça veut dire que de temps en temps, si on est un petit peu plus vulnérable, il faut savoir se protéger, se préserver, se mettre un petit peu en retrait, en vacances, etc. Et on reprend un peu des forces, et une fois que c'est consolidé, on peut à nouveau être au milieu de la foule, un petit peu effervescente, etc. Et avec toute cette ébullition de pensée, mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'être dans un endroit plutôt préservé, par exemple en Nalanda, le contraste est tellement fort après quand on sort. Il y a des fois, on se dit, mais où va le monde? Ouais, parce que on est tellement dans le contraste entre ici, les gens font attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font la plupart du temps, en général.
Et forcément, à l'extérieur, c'est pas nécessairement le cas. C'est pas dans l'air du temps. Ouais. Donc, forcément, des fois, on se dit, OK, on est dans une forme de contraste. Et donc, on pourrait être facilement submergé dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, bah, on a loupé quelque chose. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de ces accidents qui font l'évolution. Ouais. Ce sont les accidents qui font l'évolution. Ouais. C'est d'après Darwin, en tout cas, et d'après ce qu'on peut regarder dans la science, en effet, c'est quand il y a des agressions, en effet, que le système immunitaire peut se développer, etc., etc., etc. Ouais. Sans bout, pas de lotus. C'est quoi? Sans bout, pas de lotus. Sans bout, pas de lotus, exactement. Exactement. Ou sans fumier, pas de courge. C'est beaucoup moins poétique. Mais l'idée est la même, en effet. S'il n'y a pas la boue, il n'y a pas de lotus, en effet. Ça fait ça. Ouais. Non, mais après, en effet, le lotus, s'il est ballotté dans le vent et qu'il y a trop de pesticides, etc., forcément, il ne va pas se développer. Ouais. Donc, il faut aussi le préserver. Une fois qu'il a suffisamment de force, il peut peut-être moins difficilement s'y retrouver. Mais nous, c'est pareil, c'est en fonction du contexte. On n'est pas des machines, et il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on est plus vulnérable, il y a des moments où on a la pêche. On pourrait débattre des heures contre l'extrême droite, etc. On a l'impression qu'on aurait la pêche de faire ça. Et puis, il y a des fois, on se dit, bah non, j'ai pas envie de parler. Donc, on est très fluctuant en même temps, il faut tenir compte de ça. Mais si on s'entraîne, si on lâche pas l'affaire, si on s'entraîne et qu'on utilise ces trucs qui nous arrivent dans la vie pour grandir intérieurement, se dire, mais pourquoi exactement? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que... Ouais, qu'on essaie de désamorcer le truc. Quand on a le loisir de le faire sur le coussin, parce que ça ne prête pas à conséquence, on est sur le coussin, personne ne va venir nous agresser normalement. Donc dans ce cas-là, on a ce loisir, on a cette bulle de tranquillité et on peut faire ce simulateur de vol. Ouais. Et quand on est en plein dans la vie, on est vraiment dans l'avion. On est en train de piloter notre truc. On a besoin d'un petit peu les deux, en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais. Sans l'assise, sans la méditation, sans cette liberté qu'on peut avoir pour anticiper les choses, comme dit sa sainteté, se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Donc se dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Voilà, dire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? C'est que je perde cette vie. Voilà, c'est ça le pire qui pourrait m'arriver. Par contre, si je me laisse aller à la colère, au ressentiment, à l'orgueil, la jalousie, la convoitise, l'attachement, si je me laisse aller à toutes ces afflictions, je vais souffrir des ères cosmiques entières. Ouais. Donc, à la rigueur, si on est agressé, que quelqu'un a le dernier mot, et la personne a le dernier mot, puis voilà. Oui, mais le plus dur dans la vraie vie, c'est aussi l'épuisement, quoi. Parce que même si, et surtout avec les étrangers, enfin en situation de travail, on arrive à prendre beaucoup de recul parce qu'on n'est pas du tout sur de l'affect. On arrive plus facilement à être dans une neutralité complète au niveau affectif. Mais d'empêche que ça arrive en vague, des fois sans répit, et parce qu'on est des êtres humains, on fatigue. Moi, là, en ce moment, je suis fatiguée, quoi. Parce qu'il y a tellement des incohérences et que les gens sont tellement mal, surtout ceux que je reçois, que leur propre propos n'a plus aucun sens. Moi, j'ai un monsieur qui est venu se plaindre parce qu'on lui versait des allocations. Bon, c'est formidable, quoi. Mais simplement, il n'était pas des gens qui ne sont même pas dans l'envie de communiquer. Et on se dit, mais on marche sur la tête, quoi. Sauf que l'usure, elle est là quand même, parce que je pense qu'on est des êtres humains, aussi bien physiquement que mentalement, et on a de l'usure. Oui, oui. Oui, donc c'est important aussi de se mettre au vert et de se dire, OK, quand je ferme la porte du boulot, je ferme la porte du boulot. Ouais. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. J'avais des collègues par le passé qui étaient toujours en train de penser à ce qu'ils allaient faire le lendemain, à leur programme de la journée, etc. Alors que moi, j'arrivais facilement. En même temps, je suis un peu feignant par nature, mais presque intrinsèquement. Donc, quand je fermais la porte du boulot, je fermais la porte du boulot. Je pensais à autre chose et c'était terminé. Donc, finalement, peut-être qu'il y aurait peut-être un juste milieu entre les deux. C'est possible aussi, hein, entre l'insouciance et comment dire, essayer ouais, d'être toujours dans sa journée alors que la journée est terminée, etc.
Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident, parce qu'il y a des situations où, en effet, on a l'impression d'être impuissant. On se dit, bah, il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de- voilà, il n'y a pas assez d'accompagnement, il n'y a pas assez de reconnaissance, il n'y a pas assez de reconnaissance de la part de la hiérarchie, il n'y a pas assez de soutien, etc. Donc, mais si on est uniquement sur l'aspect obscur de la force, forcément, ça peut finir en burn-out. Ouais. Si on se dit, OK, si on essaie de rééquilibrer, de relativiser, c'est là où je voulais en venir par rapport à la vacuité, c'est qu'elle a aussi cette application-là, c'est qu'une situation n'est pas obscure de son propre côté. Ouais, c'est toujours un angle de vue, une perspective. On peut ouvrir notre perspective et se dire, oui, c'est vrai, mais ces gens-là auraient pu tomber dans un pays bien pire que le nôtre. Un pays où on les renvoie à la frontière illico. Bien sûr qu'il y en a qui sont déjà renvoyés, ça c'est sûr. Et tout le monde n'est pas renvoyé. Il y a des pays où ils renverraient tout le monde, par exemple. Ouais. Donc, ces personnes-là ont la chance d'avoir des gens comme toi qui savent écouter les gens, qui savent, même si des fois c'est incohérent, au moins ils ont une écoute. Voilà, des fois, c'est tout ce qu'on peut offrir à quelqu'un. Des fois, on ne peut même pas offrir un conseil à quelqu'un. On peut offrir qu'une écoute, que de l'espace, pour que cette personne puisse respirer un peu. Rien que ça, c'est déjà énorme. Nous, on a l'impression que c'est rien, mais pour cette personne, c'est énorme. C'est énorme. Rien que ça, même si on n'a pas les solutions, parce qu'on n'est pas éveillé, parce qu'on n'a pas une structure qui donne des solutions, etc. Au moins, sur le très court terme, cette personne a été en face de quelqu'un qui a su l'écouter. C'est déjà énorme. Et si on peut-être aussi, oui. on peut peut-être aussi faire preuve d'un peu d'humilité et se considérer comme un colibri, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut, on est rien, on n'est que dalle. Donc on met sa petite goutte d'eau et puis si plein d'autres font comme nous, ça peut changer des choses. Tout à fait. Tout à fait. On n'est Exactement. pas tout puissant, hein, loin de là, on est que dalle. Mieux, on est un colibri. Ouais. Exactement. L'espoir, c'est qu'il y en ait plein. Oui. Plein des colibris. Que ça fasse boule de neige. Ouais. Il y avait... Et puis ce qui me frappe aussi, c'est que la compassion, ça commence par soi-même. Être bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire pas tendez tous vers l'éveil, mais faut se donner le temps, faut partir d'où on part, faut être bienveillant avec soi, avec ses manques, avec ses qualités, et puis faut faire son chemin, mais faut pas stresser, ça sert à rien. Ça, c'est mon sentiment. Ah, Jinpa, il est figé là. Ah ben oui, le Wi-Fi est coupé, ça va être 10 heures. Ah ouais. Ah oui. Il va revenir sur son téléphone. Ah. Et voilà. Désolé, Après, je me suis il y a aussi changé de les Wi-Fi. gens à l'extérieur, mais il y a aussi le contexte familial. Et je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Des fois, je me dis, oui, c'est assez facile à l'extérieur. À la limite, je peux endurer 8 heures de suite, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et comme tu dis, ça s'arrête. J'ai fermé, moi aussi, j'ai un peu fermé la porte complètement quand je sors. Mais après, on se replonge dans un contexte qui peut être un contexte familial, où là, on est encore soumis à autre chose. Et où les gens sont en attente. Bon, ils ont leur malheur, ils ont leur souffrance, et ils sont en attente d'une aptitude qu'on aurait, ou de certains mots qui s'attendent à ce qu'on dise et qu'on ne dit pas. Et c'est pas facile d'appliquer justement cette compassion. Alors, enfin, bon, moi, ça m'interroge. J'observe tous les jours, un petit peu aussi bien chez moi qu'à l'extérieur. Je me dis que la cellule familiale est un sacré terrain d'apprentissage, quoi. Oui, parce que en même temps, le regard des autres, de toute façon, ouais, le regard des autres, c'est le regard des autres. Après, si on est compris, c'est bien.
Mais après, si il y a des gens qui ont des attentes irréalistes, bah, après, il faut qu'ils revoient leurs attentes à la baisse, hein, de toute façon. On ne peut pas être tout le temps comme exactement comme les autres voudraient qu'on soit. Comment est-ce qu'ils peuvent l'espérer? Ouais, est-ce que eux peuvent promettre d'agir exactement comme nous, on voudrait qu'ils agissent? Non. Donc, pourquoi est-ce qu'ils espéreraient que nous-mêmes, on se comporte comme eux voudraient qu'on se comporte? Ouais. Mais après tout, c'est pas un manque de compassion, hein, c'est simplement la réalité, hein. Comme disait Sophie, il faut avoir cette humilité, prendre conscience de nos limites. On n'est pas bon en tout, mais il y a des choses on a certaines compétences. Il faut tenir compte de ça. Et même si nos compétences ne sont pas la chose attendue à l'instant T, bah, c'est pas grave. Ça n'empêche que cette compétence sera utile en d'autres occasions. Même si à ce moment-là, bah, on n'a pas dit le mot qu'il fallait, on n'a pas été comme il fallait, etc. Au moins, on fait de notre mieux, c'est déjà ça. Ouais, ça veut dire qu'on prend déjà conscience de ça, mais il faut pas culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à être parfait. Qui est parfait à part les Bouddhas? Ouais, donc nous, on a des difficultés, on a des problèmes, on doit gérer nos propres problèmes, et si en plus on peut aider les autres à régler les leurs, c'est encore mieux. Et on ne peut pas être tout le temps au top, et on ne peut pas répondre à toutes les solutions. Et il faut tenir compte de ça, mais c'est pas nécessairement un manque de compassion, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est juste que on n'est pas omnipotent comme ça. Ouais. Donc là, il va y avoir les périodes de Noël, on va rencontrer beaucoup la famille, etc. Ou pas. Et si on garde ça sur le coup, c'est en se disant ces personnes veulent être heureuses, ont droit au bonheur, c'est un droit légitime et naturel, et puissent mes intentions être tournées vers cela. Donc, on essaie de faire ça progressivement. En général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Ça veut dire qu'on va voir les gens. Après, ils ont leurs pensées, leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement. C'est très bien. On a les nôtres. Après, tout le monde n'est pas pareil. C'est très bien. Et ça offre la diversité de l'être humain. Donc, après, on est plus dans l'autodérision, où on prend les choses avec plus de légèreté. Ouais. S'il y a une remarque qui est faite, ou ça peut arriver, ou tout simplement parce que les gens se chicanent entre eux et que nous, on aimerait bien que ce soit un moment où les gens sont sympas entre eux, etc. Après, c'est pas grave, tout le monde n'est pas parfait tout le temps. Si on comprend vraiment les gens, qu'on se dit, bah voilà, on est tous des êtres en train de se perfectionner d'une certaine manière, on est déjà plus cool avec nous-mêmes, on est plus cool avec les autres, en fait. Parce que le regard des autres, c'est le regard des autres. Après, aussi, je pense que c'est utile de se détacher du regard que les autres portent sur soi. C'est sûr que quand on est moine, c'est peut-être plus facile parce qu'on apprend à se détacher du regard des autres, parce qu'on est confronté au regard des autres, parce qu'on est habillé autrement, parce qu'on est bien rasé. Alors que la mode actuelle, c'est le contraire. Un petit stage de 2-3 jours uniquement là-dessus, ça serait bien. Tout à fait, ça veut dire que c'est utile, c'est de regarder le regard des autres, de ne pas être dans l'appréhension par rapport au regard des autres, et puis au bout d'un moment, de s'en foutre complètement. Parce que après, on ne peut pas se conformer au regard des autres. Par exemple, moi, personnellement, je peux parler que de moi. Je suis moine, un point, c'est tout. Après, ça me concerne moi, les autres, ça ne les concerne pas, c'est pas leur problème. Après, si les gens le prennent mal, ou s'ils le prennent bien, ou font un signe, etc., c'est bien. Mais c'est pas, ma vie monastique ne va pas tourner autour de leur regard à eux. Ouais, on fait attention en étant moine, on fait attention de ne pas avoir des actes malheureux, parce que c'est d'autant plus visible quand c'est fait de la part d'un moine, forcément. Hein, c'est en pleine face. Mais c'est pas parce qu'on fait attention qu'on est suspendu au regard des autres. Ouais, donc apprendre ça, c'est très utile aussi, ouais. Très utile. Parce qu'on n'est plus détendu, c'est-à-dire qu'on est dans la rue, il y a des gens qui nous regardent, bah, c'est bien. Il y en a qui nous calculent pas la plupart du temps. Et la plupart du temps, les gens qui pensent quelque chose de nous, c'est juste une petite bulle, une petite pensée, et paf, elle passe déjà à autre chose. Ouais, je crois que c'est Ajahn Chah qui disait ça, non? C'est peut-être un autre moine. Un moine Theravada, je crois qu'il est occidental, j'ai oublié son nom. J'ai complètement oublié son nom. Et qu'il a dit, mais ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, vous n'êtes pas si important.
Vous n'êtes pas si important pour que les autres s'attardent sur vous de toute façon. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est un regard, une pensée à la rigueur, et la personne, elle fait déjà autre chose. Alors que nous, on est en train d'entretenir la pensée supposée ou réelle que cette personne a eue sur nous. C'est dingue, hein, comment on peut se compliquer la vie des fois. Et la simplicité. Si on apprécie la simplicité, qu'on se dit, OK, après tout, voilà, les gens regardent, les gens pensent, les gens disent, bah, c'est bien, c'est très bien. C'est leur problème, c'est pas le mien. Ouais. Après, ce n'est pas une distanciation par rapport à eux, c'est une distanciation par rapport à ce qu'ils pensent. C'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aimer les gens sans nécessairement adopter leur mode de pensée, adopter leur regard, voilà, on n'est pas obligé. Donc ça offre une grande liberté. C'est ce que disait Venerable Thich Nhat Hanh. Il disait aimer l'autre, c'est savoir aimer, c'est aimer de telle sorte que l'autre se sente libre. Ouais. Donc forcément, nous-mêmes, on se sent libre aussi. Ouais. Moins dépendant. On est tous dépendants dans le sens où l'interdépendance foncière. Mais après, cette interdépendance, c'est une liberté. Ça ne devrait pas être une dépendance au sens, comment dire, des dépendances, comment ça s'appelle, des addictions, etc. C'est pas la même chose. Ouais. On peut être interdépendant sans être addict par rapport à ce que pensent les autres sur nous, par rapport à ce que nous, on pense sur nous aussi. On n'est pas obligé de croire à tout ce qu'on pense par rapport à soi-même. On n'est pas obligé de croire à nos pensées. Ouais. Donc ça offre plus de liberté. Hein. Et tout ça, c'est de la saisie, en fait. Oui. Oui, c'est parce qu'on a beaucoup de saisie. Beaucoup de saisie, c'est-à-dire qu'on saisit nos pensées, on court après nos pensées, on est persuadé, mais je parle de moi en particulier, mais on est persuadé que le fait de penser à un truc va solutionner nécessairement le truc, donc on ressasse, on rumine, etc. On suit nos pensées, alors qu'on pourrait tout simplement se dire, bon, bah, je fais de mon mieux. Ouais. Et voilà, s'il y a une solution, c'est bien. S'il n'y a pas de solution, pourquoi se créer un problème en plus? Ouais. C'est vrai que j'ai remarqué que se tourner plutôt vers la solution que de ressasser le problème, en général, parce que des fois, on a l'impression que ressasser le problème, on va trouver la solution, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ouais. On peut solidifier, réifier, absolutiser le problème. Ouais. Ouais, alors que si on se tourne vers une solution ou si tout simplement on pense à autre chose, on a le droit de penser à autre chose, on peut s'autoriser à penser volontairement à autre chose. Ouais, parce que souvent, moi, j'ai remarqué, mais pas que dans ma famille, mais aussi quand je parle à des gens à Toulouse ou ailleurs, au Choling, quand on dit, ben voilà, on peut penser à autre chose, on peut délibérément entretenir un type de pensée particulière, et les gens disent, ouais, mais c'est pas facile. C'est intéressant, ça, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a de pas facile dans le fait de penser volontairement à autre chose? Je veux dire, techniquement, pas parce qu'à cause de notre saisie, oui, c'est pas facile, mais techniquement, techniquement, si par exemple, là, vous pensez, je sais pas, à ma connexion Wi-Fi, par exemple, un truc neutre, ma connexion Wi-Fi. Et après, vous, délibérément, maintenant, tout de suite, vous pouvez choisir de penser à ce que vous voulez. Ouais, c'est fait. J'ai l'impression de faire un spectacle de magie. Ok, je ne vous dirai pas à quoi vous pensez parce que j'en sais rien. Mais vous avez pu remarquer que vous pouviez délibérément penser à autre chose que mon problème de connexion Wi-Fi, non? Oui. Hein? C'est comme ça sur le tapis quand on médite. Parce que des fois, nos pensées partent ailleurs. Et du moment qu'on le remarque, on revient à notre souffle ou enfin, sur notre objet de méditation et on y arrive. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Bon, après, on part souvent, enfin moi perso, mais on revient très souvent, donc ça veut dire que ça marche. Ça marche. C'est fondé sur l'expérience. C'est de l'expérientiel. C'est pas juste la fabulation d'un moine bouddhiste qui est dans son petit paradis de Nalanda, etc. Mais c'est vrai que c'est dur. Hein. J'ai fait les 15 jours de retraite. Je pense ne pas me tromper et je l'ai dit à mon mari il y a quelques semaines, je pense avoir été la plus heureuse depuis longtemps, franchement.
Et j'ai qu'une hâte, y retourner. Et si je pouvais, j'irais, je pense, squatter là-bas. C'était 15 jours, mais vraiment 15 jours je sais pas, je sais pas. Enfin, j'ai eu du mal hein, à revenir. Et j'ai eu du mal à m'adapter à la vie, et toujours encore. Hein. Oui, tout à fait. Donc, je sais pas si c'est une connexion. Bon, il y avait plein d'autres personnes, donc voilà, forcément on a la connexion, on est bien. Mais t'as pas tous ces soucis extérieurs qui t'embrouillent la tête. Mais là, c'est vrai que ça fuse de toutes parts en ce moment. Donc du coup, j'aimerais bien. Mais il est toujours possible d'y aller, mais dans notre tête, en fait, se dire, OK, qu'est-ce qui a Oui, fait que ça je me oui. sentais bien là-bas? Parce que bah, les gens sont super cool. C'est, en général, c'est que 15 jours, donc on donne le meilleur de soi-même pendant 15 jours. On fait attention parce que une retraite, c'est ça qui est génial, c'est qu'une retraite, elle est autant, voire plus importante en post-session qu'en session. Ouais. C'est-à-dire que les gens euh, sont tellement précieux. Ils sont tellement précieux parce que leur retraite se passe bien, parce que la nôtre se passe bien. Et la nôtre se passe bien parce que la leur se passe bien. Ouais. Donc ça veut dire que les gens sont extrêmement précieux parce qu'ils nous aident à être en retraite, même en post-méditation. Parce qu'en méditation, c'est facile. Bah, les autres, on ne parle pas avec les autres, on est sur le coussin, et tout va bien. Mais quand on est en post-méditation, c'est là où la retraite est la plus importante. Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, etc., etc., de quoi on parle, etc., etc. Avec qui, comment, pourquoi, etc., etc. Donc, ou parfois, c'est en silence, tout simplement. Il y a des retraites qui sont en silence. Donc, et, euh, et là, c'est extrêmement précieux parce que on se dit, on est déjà avec des gens qui, hum, comment dire, qui incarnent de certaine manière le message qu'on est en train d'aborder, qu'on est en train d'approcher. Il y a un message bouddhiste, etc. Et on est en train de constater dans la vie de tous les jours qu'il y a des gens chez qui ils ont un petit peu de bouteille. Par exemple, des gens qui, à Vajrayogini, il y a pas mal de gens. Il y a à Genloden, il y a pas mal de gens qui sont extrêmement comment dire, experts là-dedans. Et donc, ça réconforte. On se dit, bah voilà, il est possible de vivre ce message de compassion, de sagesse, d'interdépendance, etc., etc. Et donc, c'est réconfortant. Ouais. Si Oui, c'est parce possible. qu'il y a plein de monde et on a les mêmes affinités, enfin les mêmes. On peut parler ouvertement, on va dire. Oui, Ce aussi. que tu peux pas faire avec les gens Oui, de la vraie vie. exactement. Enfin, c'est plus compliqué. Ah, c'est Les moldus, la vraie vie. moldu. C'est ça, non mais Les sangs de bourbe. c'est bizarre, hein, parce que. Mais bon. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Moi, je me souviens, j'ai commencé à étudier en 93 et j'ai commencé à étudier plus sérieusement en 2000. Et j'avais pas Internet au début. Donc, forcément, ma famille, c'était l'exotisme total et je pouvais même pas parler de certains, de karma, etc. Impossible, impossible. Donc, pendant des années, je pourrais dire, ouais, jusqu'à ce qu'il y ait des forums bouddhistes que que je commence à avoir un ordinateur et qu'Internet fonctionne, etc. Et parce que tout simplement, avant, j'avais pas la possibilité. Peut-être Internet existait déjà, mais j'avais pas d'ordinateur ni rien. Et là, c'était la découverte totale, quoi, de pouvoir discuter avec des gens de philo, de bouddhisme, etc., mettre le nez dans le bouquin et débattre aussi. Ça m'a appris beaucoup de nuances. Enfin, pas toujours, mais parfois. Et là, on se dit, waouh, c'est super, on peut enfin parler de tout ça, etc. Ouais. Ça. Comme si c'était un coming out, en fait. Tu vois. Coucou, je suis bouddhiste. Non, c'est vrai. Ouais, exactement. Enfin, oui, c'est mon ressenti, hein, parce que des fois, enfin, même en famille ou avec des amis, bon, j'ai l'impression des fois de parler peut-être différemment, j'en sais rien, ou de me comporter différemment par rapport à avant. Eh bien, ils comprennent pas, alors ils demandent, et puis quand tu donnes ton avis, enfin, ils te regardent, t'as l'impression de descendre je sais pas moi, de Mars. Ah ouais. Et donc, du coup, eh ben, tu te sens, ouais, la soirée, enfin, je sais pas. Ouais, dans ce cas-là, c'est là où justement la parole, comment dire,
bienveillante, bon, ça, elle est déjà là, mais après, comment on formule les choses? Ouais, par exemple, il y avait Vénère Geshe Damdul qui dit, quand vous parlez de bouddhisme à des gens qui ne sont pas bouddhistes, etc., vous n'avez aucune, je crois qu'elle a dit carrément ça, vous n'avez pas le droit de parler de vocabulaire bouddhiste. Ah oui, oui, c'est pour ça que j'arrête, je comprends. Enfin, il me pose des questions, j'essaie de répondre parce qu'il me demande c'est quoi, c'est où, et qu'est-ce que tu fais. Mais après, je sens bien qu'ils sont ceux qui sont réfractaires, bon, je me lance pas dans le truc, hein, mais c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu es en retraite ou quand tu es en ligne ou tu as des enseignements, tu peux parler librement sans avoir l'air. Exactement. Parce que sinon, c'est très compliqué. Hein. Et c'est ça qui manque tous les jours pour moi. Je me souviens, quand j'étais chez mes parents, j'étais souvent sous le vieux cerisier dans le jardin. Et j'avais toujours un bouquin dans les mains, etc. Et une fois, une de mes nièces, l'une des jumelles, m'a surpris. Elle est venue s'asseoir pile en face de moi, sous l'arbre. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu lis? Et là, j'ai été presque choqué. Je me suis dit, mais comment je vais lui dire ça? Je lui dis, bah, c'est un livre qui parle de il faut être quelqu'un de bien. Et en fait, si on parle simplement de choses comme ça, être quelqu'un de bien, avoir bon cœur, etc., il n'y a pas de vocabulaire extrêmement sophistiqué, etc., comme on peut évoquer là, hein, avec la saisie du soi, etc., des trucs très compliqués. Mais avec les moldus, il n'y a pas besoin de parler de vocabulaire très compliqué. Et en même temps, ça nous aide aussi à clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie Shantideva? Qu'est-ce qu'on fait quand on se réunit? Quel est l'intérêt de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait si on devait parler à quelqu'un qui a, je sais pas quel âge elle avait, elle devait avoir ouais, peut-être 10 ans, un truc comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à quelqu'un qui a 10 ans ce qu'on fait? Et donc, si on arrive à le faire un temps soit peu, peut-être qu'après on se dit, on regrette, on se dit, ah, j'aurais peut-être dû dire autre chose. Mais c'est pas grave, au moins on dit les choses simplement. C'est-à-dire que c'est déjà plus simple dans notre tête. Ah oui. Ouais. Donc c'est intéressant ouais, d'avoir ce contact-là avec des personnes qui sont dans le truc, mais aussi de garder contact avec les personnes de l'extérieur. Sinon, quelle serait la différence entre le bouddhisme et c'était quoi le truc? Les sectes et tout ça, là, les sectes où les gens sont enfermés entre eux, etc. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Donc voilà, c'est une très bonne occasion d'avoir ces fêtes à Noël, etc. Justement, parce que c'est un petit peu la coutume hein, d'aller voir les gens, etc. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et on a besoin de confronter nos idées avec les autres et parfois même tout simplement de ne pas nécessairement les confronter. Hein. Par exemple, moi j'ai l'air bavard comme ça, mais quand je suis dans la famille, je ne suis pas bavard du tout. Hein. Je parle assez peu en fait, parce que j'écoute surtout ce que disent les autres. Et si je commence à parler, je vais commencer à parler de la saisie du soi intrinsèque des phénomènes et de la personne, et on va me foutre dehors. Donc, en fait, oui, là, parce que j'ai des oreilles attentives, c'est pour ça que je parle beaucoup, je suis très bavard, mais en général, c'est tout le contraire. C'est bizarre. Ok, en tout cas, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et on se retrouve donc pas la semaine prochaine, mais le 18, je crois, pour la dernière session de l'année. Et après, ça reprendra au mois de janvier. Je ne sais pas quand. Il faudrait que je vous dise ça d'ailleurs. Je vous dirai ça la fois prochaine. Ouais. Ok, super. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.